Un capitaine allemand du nom d'Otto Hühlmann est accroupi derrière un banc de neige, ses jumelles de campagne pressées contre ses yeux. Ce qu'il observe à travers les lentilles givrées défie tout ce qu'on lui a enseigné pendant 7 années de formation militaire. Et ce matin-là, dans le silence assourdissant de cette forêt enneigée, il va poser une question qui hantera l'état-major allemand jusqu'à la fin de la guerre. À 200 mètres de l'autre côté de la clairière, 12 soldats américains sont cloués au sol derrière un talus ferroviaire. Hühlmann les a comptés. Il connaît leur nombre exact. Il sait aussi que leur officier est mort. Il a vu le lieutenant tomber il y a 30 minutes, fauché par le tir de la MG42 de son unité. Il a vu le corps s'affaisser et rester immobile dans la neige, une tache sombre qui s'agrandissait lentement sur le blanc immaculé. Selon toutes les règles de la guerre qu'on a enseignées à Hühlmann à l'école d'infanterie de Döberitz, ces 12 Américains devraient maintenant faire l'une de ces 3 choses: battre en retraite, se rendre, ou rester exactement là où ils sont, recroquevillés, paralysés, attendant qu'un nouvel officier soit envoyé depuis l'arrière. Au lieu de cela, ils font quelque chose que ces jumelles ne parviennent pas tout à fait à enregistrer, quelque chose qui ne correspond à aucune catégorie tactique de son manuel. Ils bougent, pas de manière chaotique, pas en panique, mais avec une précision qui semble impossible pour des hommes sans commandant. 2 d'entre eux ont rampé dans un fossé de drainage et ont disparu de la vue. 3 autres se sont déplacés vers la gauche, là où le talus s'abaisse, et tirent maintenant dans les bois sur son flanc droit. Un sergent, Hühlmann, peut voir les galons sur la manche de l'homme à travers les flocons de neige, a rampé dans l'autre direction et fait des gestes à un fusilier équipé d'un fusil automatique Browning, qui prend position à 20 mètres de là. Personne ne crie, personne n'utilise de radio. Le lieutenant est toujours mort, son corps immobile dans la neige. Et pourtant, sous les yeux du capitaine allemand, l'escouade se réorganise d'elle-même en une embuscade de flanc visant précisément le nid de mitrailleuses allemand qui vient de tuer son officier. Hühlmann abaisse les jumelles. Ses mains tremblent légèrement, et ce n'est pas à cause du froid. Il se tourne vers son coureur, un jeune homme de 19 ans nommé Karl, et dit quelque chose que des officiers allemands dans 3 autres clairières, lors de 3 autres engagements cette même semaine brutale, disent presque mot pour mot. Il demande, en allemand, « Wer flücht noch mal? Wer commandiert diese Männer ?» Bon sang, qui commande ces hommes? Karl n'a pas de réponse, le capitaine non plus. Et en janvier 1945, aucun des généraux allemands de haut rang réunis en secret dans un manoir anglais, reconverti au nord de Londres, où les officiers du renseignement britannique enregistrent chaque mot que les prisonniers prononcent sans qu'ils le sachent, n'aura de réponse non plus. Parce que la question que le capitaine a chuchotée dans la neige ce matin-là est la question sur laquelle toute cette enquête repose. La Wehrmacht était l'armée qui avait inventé le concept moderne de commandement décentralisé. La doctrine avait un nom, Auftragstaktik, la tactique par mission. Dites à un subordonné ce qu'il doit accomplir. Ne lui dites jamais comment. Faites-lui confiance pour qu'il trouve le reste. Les Allemands formaient leurs officiers à cette idée depuis plus d'1 siècle. Ils avaient construit le système de commandement le plus flexible sur Terre. Ils l'avaient utilisé pour conquérir la France en 6 semaines et pour pousser jusqu'aux portes de Moscou en 5 mois. Et à l'automne 1944, quand leur propre capitaine regardait à travers les champs de neige et les escouades américaines opérant sans ordre visible, ils ne comprenaient pas ce qu'ils observaient. Non pas parce que les Américains avaient fait quelque chose que les Allemands ne savaient pas faire, mais parce que les Américains avaient fait quelque chose que les Allemands avaient tranquillement cessé d'être capables de faire, et qu'ils n'avaient peut-être, d'une certaine manière essentielle, jamais vraiment fait à ce niveau du tout. Pour comprendre pourquoi un capitaine allemand dans les Ardennes criait dans la neige, demandant qui commandait ces Américains, nous devons remonter non pas au jour J, ni même à l'entrée des États-Unis dans la guerre. Nous devons remonter à un officier d'état-major prussien en 1806 et à un seul après-midi catastrophique à l'extérieur d'une petite ville allemande appelée Iéna. Un après-midi qui, près d'1 siècle et demi plus tard, déciderait tranquillement ce qui s'est passé dans cette clairière des Ardennes. Voici l'histoire de la façon dont l'armée des États-Unis a brisé le système de commandement allemand en utilisant une version du système de commandement allemand lui-même, et de la raison pour laquelle, à la fin, les hommes qui avaient inventé la tactique par mission ont regardé les hommes qui n'étaient jamais censés la comprendre, la pratiquer mieux qu'eux.
Mais avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question qui va orienter tout ce qui suit. Qu'est-ce qui rend un soldat capable de prendre des décisions sans ordre? Est-ce la formation, la doctrine, l'entraînement? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui existe déjà dans l'homme avant même qu'il n'enfile l'uniforme? La réponse à cette question va nous emmener dans des endroits que vous n'attendez pas. Elle va nous montrer que les batailles ne se gagnent pas seulement avec des armes et des tactiques, mais avec des cultures entières qui se sont développées sur des générations. Restez avec moi. Cette histoire va changer la façon dont vous comprenez la guerre, le leadership et ce que signifie vraiment faire confiance aux hommes qui combattent pour vous. Nous devons commencer par une phrase qui devrait sembler impossible. L'initiative des petites unités américaines qui a déconcerté les officiers allemands en 1944 était, dans ses fondements même, une idée allemande. Le 14 octobre 1806, Napoléon Bonaparte anéantit l'armée prussienne lors des batailles jumelles d'Iéna et d'Auerstedt. Ce fut une annihilation, une déroute absolue. L'armée de Frédéric le Grand, la machine de parade la plus exercée d'Europe, rencontra un ennemi qui refusait de se battre selon les règles et fut pulvérisé en un seul après-midi sanglant. 25 000 victimes prussiennes. Des régiments entiers rayés de l'ordre de bataille en quelques heures. La forteresse de Magdebourg se rendit sans tirer un seul coup parce que son commandant ne pouvait pas obtenir l'autorisation d'un roi qui n'existait effectivement plus en tant qu'autorité fonctionnelle. Dans les décombres de cette défaite, le corps d'officiers prussiens, triant les débris de leur propre système militaire, fit l'une des observations les plus lourdes de conséquences de toute l'histoire de la guerre. Ils avaient été formés pour attendre les ordres. Les officiers de Napoléon avaient été formés pour penser. Quand la situation changeait devant un colonel prussien, le colonel se figeait, paralysé par l'absence d'instructions claires. Il attendait. Il consultait ses manuels. Il cherchait un courrier qui ne venait jamais. Quand la situation changeait devant un maréchal français, ce maréchal agissait. Il regardait le terrain, évaluait l'opportunité et frappait. Les Prussiens prirent une décision qui façonnerait l'histoire militaire pour les 150 années suivantes. Ils allaient copier ce qui venait de les tuer. Les hommes au centre de cette transformation étaient Gerhard von Scharnhorst et son protégé Karl von Clausewitz. Ce dernier écrirait plus tard le livre que tous les professionnels militaires de la planète débattent encore aujourd'hui, de la guerre. Ensemble, méthodiquement, systématiquement, ils déchirèrent l'armée prussienne et la reconstruisirent autour d'un principe différent, presque révolutionnaire pour l'époque. Le principe était simple à énoncer, terrifiant à mettre en pratique. La guerre est le chaos. Le plan ne survit jamais au contact avec l'ennemi. L'homme au niveau le plus élevé ne peut pas savoir ce qui se passe au niveau le plus bas assez rapidement pour réagir de manière efficace. Alors, vous n'essayez pas. Vous donnez à l'homme au niveau le plus bas une compréhension claire de pourquoi il se bat et de ce que son commandant veut accomplir, et vous le laissez déterminer comment. Cela prit 60 ans et plusieurs guerres pour affiner cette doctrine. Mais au moment où Helmut von Moltke l'Ancien prit le commandement de l'armée prussienne dans les années 1860, le système avait une doctrine codifiée et un nom qui allait terroriser l'Europe. Auftragstaktik, tactique par mission. Von Moltke écrivit quelque chose qui devrait être gravé dans tous les manuels de leadership du monde. Un ordre qui peut être mal compris sera mal compris. Par conséquent, ne donnez pas d'ordre détaillé. Donnez l'intention, donnez le but, donnez le résultat que vous voulez. Ensuite, écartez-vous du chemin de l'homme qui doit le réaliser. Il y a une histoire que chaque cadet allemand apprenait et qui capture parfaitement cette philosophie. Le prince Frédéric Charles de Prusse réprimandait un major pour avoir commis une erreur tactique lors d'une manœuvre. Le major protesta qu'il ne faisait que suivre les ordres. Le prince répondit « Sa Majesté vous a fait major parce qu'il croyait que vous sauriez quand ne pas obéir à ses ordres. » Relisez cette phrase, laissez-la pénétrer. C'est le cœur de la tradition militaire allemande qui allait conquérir la majeure partie de l'Europe à la fin des années 1930. C'était l'opposé de l'image rigide du soldat robot claquant des talons que les films d'après-guerre attacheraient les plus tard aux troupes allemandes. La vraie doctrine de la Wehrmacht, la doctrine qu'ils enseignaient réellement à leurs meilleurs officiers, disait qu'un ordre qui ne correspondait plus à la situation devant vous n'était pas contraignant. Vous étiez obligé de l'ignorer et d'accomplir ce que l'ordre avait été destiné à accomplir.
En 1933, cette doctrine avait été codifiée dans un manuel appelé Truppenführung, leadership des troupes, qui reste l'un des documents militaires les plus étudiés jamais écrits. Il disait clairement « La guerre est le royaume de la friction et de l'incertitude. Le commandant sur place doit être libre de décider. L'initiative est le devoir de chaque officier et de chaque sous-officier. L'hésitation est un péché plus grand qu'une mauvaise décision activement prise. Pensez à ce que cela signifie. » L'hésitation, l'acte d'attendre des ordres clairs, était considéré comme un échec moral plus grand que de prendre la mauvaise décision et d'agir sur elle. Quand la Wehrmacht s'écrasa en Pologne en septembre 1939, le système fut mis à son premier test majeur à grande échelle. Les analystes militaires américains produisirent un rapport sur la campagne polonaise qui a été cité dans chaque document doctrinal de l'armée depuis. Ils écrivirent que les Allemands avaient développé le leadership et l'initiative chez les commandants pendant des années de formation préparatoire, et que tous les commandants, des échelons les plus élevés aux plus bas, se sentaient libres d'accomplir leur mission ou de faire face aux changements de situation avec un minimum d'interférence d'en haut. Les Américains l'ont écrit, ils l'ont distribué, et puis la plupart d'entre eux l'ont classé et sont retournés à l'exercice de soldats dans des formations de parade. Quand la France tomba 6 semaines après l'invasion allemande en mai 1940, le monde vit ce que l'Auftragstaktik pouvait faire à son apogée. Erwin Rommel, alors commandant de division, fut célèbrement trouvé 50 km en avance sur son propre quartier général parce qu'il croyait que sa place était au front où la situation changeait minute par minute. Les jeunes officiers allemands se déchiraient à travers le nord de la France, prenant leurs propres décisions sur quelle route emprunter, quel pont saisir, quelles unités françaises contourner. Les Français, en revanche, opéraient sur un cycle de commandement qui prenait 24 heures pour convertir une observation de première ligne en un ordre. Ils se battaient toujours contre la bataille d'hier. C'était l'armée allemande que les Américains rencontrèrent pour la première fois en février 1943 dans la neige et la poussière d'un col de montagne tunisien appelé Kasserine. Les officiers américains avaient lu le rapport sur la Pologne. Ils savaient sur le papier ce qu'ils affrontaient. Cela ne les sauva pas. Le résultat fut la pire défaite que l'armée des États-Unis subirait sur le front occidental pendant toute la guerre. Les forces américaines furent brisées, dispersées sur 50 km de désert, 6 500 hommes perdus en 5 jours, plus de 200 chars détruits ou abandonnés. Les commandants allemands regardèrent les décombres et conclurent ce que leurs analystes leur disaient depuis 2 ans. Les Américains avaient des usines. Ils n'avaient pas de soldats. Ils avaient de la richesse. Ils n'avaient pas de guerriers. La Wehrmacht faisait référence aux troupes américaines comme l'armée du dollar. Et ce n'était pas un compliment. Et voici la chose que vous devez retenir. La chose qui rend le reste de cette histoire extraordinaire. 18 mois après Kasserine, dans les haies de Normandie et les champs de neige des Ardennes, les capitaines allemands regarderaient à travers leurs jumelles les escouades américaines. Des escouades, 12 hommes, la plus petite unité tactique de toute l'armée. Et ils ne parviendraient pas à déterminer qui était en charge. Ils ne pourraient pas prédire ce que l'escouade ferait ensuite. Ils ne pourraient pas identifier le chef parce qu'il ne semblait pas y en avoir un seul. Les hommes bougeaient simplement comme s'ils savaient tous la même chose sans qu'on le leur ait dit. Qu'est-ce qui avait changé? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Et le premier élément de la réponse arriva sur une plage de Normandie le matin du 6 juin 1944, lorsqu'un régiment d'assaut américain entier débarqua au mauvais endroit, perdit presque tous ses officiers dans les 10 premières minutes et fit quelque chose pour lequel ses défenseurs allemands n'avaient aucune catégorie doctrinale. Omaha Beach, 6h30 du matin. La première vague de la compagnie A. 116e régiment d'infanterie, 29e division d'infanterie, les Stonewallers, descendants de la brigade confédérée autrefois commandée par Stonewall Jackson, descendit les rampes de leur péniche de débarquement dans une zone de mort que les planificateurs allemands avaient passé 3 années à concevoir. Le récit officiel de l'historien de l'armée sur ce qui s'est passé ensuite est l'un des documents les plus déchirants de tout le dossier institutionnel de l'armée des États-Unis. En 10 minutes après la descente des rampes, la compagnie A avait cessé d'exister en tant qu'unité combattante. Chaque officier était une victime. Chaque sergent était une victime. Les hommes qui pouvaient encore bouger étaient allongés dans le ressac.
certains cachés derrière des obstacles de plage, certains derrière les corps des hommes qui étaient morts à côté d'eux. Certains avaient rampé jusqu'au mur de mer, le petit talus de galets arrondis qui longeait l'arrière de la plage, et y étaient cloués par un tir de mitrailleuse entrecroisé venant des falaises au-dessus. Selon tous les calculs allemands sur les troupes américaines, ce qui aurait dû se passer ensuite était simple, prévisible, presque mathématique. Avec ses officiers morts, la compagnie A était censée se briser. Les hommes étaient censés rester allongés là, paralysés, jusqu'à ce que suffisamment d'entre eux se rendent pour être conduits hors de la plage comme prisonniers, ou jusqu'à ce que la marée monte et noie les blessés. C'était en fait ce que les défenseurs allemands des casemates du Widerstandsnest, les points fortifiés, avaient été dit d'attendre des conscrits américains. Le mémo de formation allemand le disait explicitement. Les soldats américains ne fonctionneraient pas sans leurs officiers. Décapiter le leadership et l'unité s'effondrent. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est réellement passé tout au long des 8 kilomètres d'Omaha ce matin-là est l'un des actes collectifs d'improvisation de petites unités les plus extraordinaires de l'histoire de la guerre. Les hommes ne se sont pas brisés. Ils ne se sont pas rendus. Ils n'ont pas pour la plupart même battu en retraite. Au lieu de cela, par groupes de 2 et 3 et 5 et 10, sans ordre, sans plan, sans contact avec quiconque au-dessus d'eux, ils ont pris la même décision indépendamment et presque simultanément. Ils ont décidé que rester sur la plage était la mort. Ils ont décidé que quelqu'un devait mener, et ils ont décidé, chacun d'eux dans leur propre morceau de ligne, que ce quelqu'un allait devoir être eux. Il y a une histoire que Stephen Ambrose a enregistrée dans son histoire orale du jour J qui capture parfaitement cet instant. Le sergent Lewis du 116e était allongé dans les galets quand un lieutenant nommé Leo Van de Voort, que le sergent Lewis ne connaissait pas et sous le commandement duquel il n'avait pas été 5 minutes plus tôt, se leva et dit des mots qui deviendraient presque un dicton populaire dans la 29e division par la suite. « Allons-y, bon sang, ça ne sert à rien de rester ici, on va tous se faire tuer. » Ensuite, le lieutenant courut vers un emplacement de canon allemand et lança une grenade à travers l'embrasure. Il n'a consulté personne. Il n'a pas demandé d'autorisation. Il a regardé la situation et il a pris la décision qu'un cadet allemand dans les années 1860 avait été dit qu'il devrait prendre si son pays lui demandait un jour de se battre. Et les hommes autour de lui, qui avaient toutes les excuses culturelles et bureaucratiques pour ne rien faire, l'ont suivi. Cela s'est produit encore et encore dans des dizaines d'endroits différents le long de la plage. Le général de brigade Norman Deutsch Cotta, le commandant adjoint de la 21e division, débarqua dans la 2e vague, traversa le chaos comme s'il se promenait sur une route de campagne et commença à organiser des groupes d'hommes sans chef par la seule force de sa personnalité. À un moment donné, trouvant un groupe de Rangers du 5e bataillon de Rangers allongé derrière le mur de mer, il aurait dit les mots que les Rangers de l'armée des États-Unis adopteraient plus tard comme devise officielle « Rangers, montrez le chemin ». Le lieutenant-colonel Max Schneider, le commandant du 5e Rangers, avait déjà pris une décision encore plus importante. Son bataillon avait reçu l'ordre de débarquer à la pointe du Hoc pour soutenir l'assaut de la falaise là-bas, mais le bateau guide avait été perdu, et les falaises étaient déjà un engagement fermé. Schneider aurait pu attendre de nouveaux ordres. Il aurait pu tourner en rond au large. Au lieu de cela, il détourna tout son bataillon 1000 mètres à l'est vers un secteur moins défendu d'Omaha, Dogred, et sauva probablement la vie de 400 de ses propres hommes en le faisant. Il n'a demandé la permission de personne. Il a regardé la situation et il a changé le plan. Mais la partie qui devrait vous faire arrêter et réfléchir, la partie que les officiers allemands, quand ils ont commencé à interroger leurs propres prisonniers survivants des mois plus tard, n'arrêtèrent pas de tourner en rond avec quelque chose qui sonne dans les transcriptions presque comme de la crainte, n'étaient pas les généraux et pas les colonels. Les généraux et les colonels étaient à la partie que les Allemands comprenaient. Chaque armée a des officiers qui improviseront. La partie que les Allemands ne pouvaient pas situer était ce qui se passait au niveau de l'escouade. Cela se passait avec des soldats. Un jeune homme nommé le soldat Carlton Barrett du 18e régiment d'infanterie, première division d'infanterie, 25 ans, du nord de l'État de New York. Aucune formation spéciale, aucun grade. Il débarqua dans l'eau profonde sous le feu, laissa tomber son fusil et, au lieu d'essayer de se sauver, passa le reste de la matinée à nager dans le ressac
pour traîner des hommes blessés vers le rivage. Personne ne lui a dit de le faire. Personne n'aurait pu lui dire de le faire. La chaîne de commandement autour de lui ne fonctionnait plus. Il a décidé ce que la situation exigeait et il l'a fait. Il recevrait la Medal of Honor pour ses heures. L'une des 3 données pour les actions à Omaha Beach ce jour-là. Dans un autre secteur, un soldat de la compagnie F du 116e, son nom n'a pas survécu dans les archives, seulement son action, regarda le mur de mer, regarda la falaise au-dessus, regarda les hommes autour de lui et se leva et dit « Ils nous tuent ici. Montons à l'intérieur des terres et faisons-nous tuer là-bas. » Puis il commença à monter la falaise. D'autres hommes le suivirent. Au moment où ils atteignirent le sommet, ils avaient improvisé une petite force d'assaut composée de fusiliers qui avaient été dans 3 pelotons différents ce matin-là et qui répondaient maintenant à un soldat qui n'avait pas été un chef 1 heure plus tôt et ne le serait plus 2 jours plus tard. Il y a, selon le décompte de l'histoire officielle de l'armée, des dizaines de ces moments le long d'Omaha ce matin-là. Ils ont tous une chose en commun. Aucun d'entre eux n'a été ordonné. Aucun d'entre eux ne venait d'un plan. Ils venaient d'hommes individuels dans des fragments individuels de la ligne qui regardèrent la situation et prenaient une décision qu'ils n'étaient pas formellement autorisés à prendre. Quand les prisonniers allemands furent interrogés sur Omaha plus tard cet été-là, la question qui revenait encore et encore du côté allemand était étrange pour des soldats d'un pays qui avait inventé l'Auftragstactik. Les Allemands n'arrêtaient pas de demander aux officiers de renseignement américains qui commandaient ces petites unités. Qui leur disait quoi faire? Les interrogateurs américains pensèrent initialement que c'était une question étrange. Puis, ils commencèrent à comprendre que les Allemands ne demandèrent pas un nom tactique. Ils demandaient une catégorie. Ils voulaient savoir de quelle position dans la chaîne de commandement ces simples soldats opéraient. Parce que les Allemands, malgré leur doctrine, malgré l'Auftragstactik, malgré 140 ans de se dire que l'initiative était le devoir de chaque soldat, n'avaient jamais vraiment cru que l'initiative signifiait l'homme qui fait réellement le combat. Ils avaient construit un système qui donnait du pouvoir aux capitaines et aux majors et aux lieutenants. Ils n'avaient pas construit un système qui donnait du pouvoir aux hommes dans le trou de combat. Les Américains n'avaient pas construit de système du tout. C'est ce qui rend cela étrange. Les Américains avaient quelque chose d'autre. Ce que c'était et d'où cela venait est la partie de l'histoire qui a commencé à devenir visible dans les haies de Normandie 6 semaines après Omaha, quand les divisions allemandes se retrouvèrent à perdre position après position face à des petites unités américaines qui ne suivaient aucune doctrine que les Allemands reconnaissaient. Mais avant d'aller dans les haies, il y a une chose que je veux que vous vous rappeliez à propos de Carlton Barrett. Il avait 25 ans. Il était un conscrit. Il avait été ouvrier dans le nord de l'État de New York avant la guerre. Personne au centre d'incorporation ne l'avait identifié comme matériel de leadership. Il était, par toutes les mesures formelles que l'armée des États-Unis utilisait en 1944, un homme ordinaire. Il n'était pas officier. On ne lui avait pas dit de faire ce qu'il a fait. Et l'action pour laquelle il a été décoré n'était pas une charge avec un fusil, c'était l'acte de refuser de laisser les hommes autour de lui se noyer. Des hommes comme Carlton Barrett ne se battaient pas pour la gloire et ils n'allaient jamais être des noms sur un monument. Ils se battaient parce que quelqu'un devait le faire. Et ce quelqu'un, en ce moment, c'était eux. Juillet 1944. Les haies de Normandie, le pays du bocage. Si vous avez vu des photographies de l'intérieur de la Normandie, vous avez vu le bocage, des talus de terre de plus d'1 mètre de haut, surmontés de haies et d'arbres qui poussaient jusqu'à 5 mètres, découpant le paysage en minuscules champs rectangulaires de 100 mètres de diamètre. En 1944, les systèmes racinaires avaient entre 1 et 4 mètres de profondeur, et les talus étaient essentiellement de petites fortifications, chacune une position défensive naturelle. Les défenseurs allemands se retirant dans ce terrain firent ce pour quoi le bocage était parfait. Ils transformèrent chaque champ en une zone de mort séparée. Ce qui suivit entre le 12 juin et le 25 juillet fut le genre de combat qui n'entre pas dans les faits saillants de la guerre. Il n'y avait pas de charge de panzer, il n'y avait pas de raid de 1000 bombardiers, il y avait 10 000 petits combats dans 10 000 petits champs entre des escouades américaines et des escouades allemandes qui ne pouvaient pas se voir jusqu'à ce qu'elles soient assez proches pour s'entendre respirer. L'avance américaine ralentit à environ 1,5 km par jour, avec un coût en perte qui était, dans certaines divisions,
pire par maître que tout ce qui avait été vécu lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est là que le deuxième élément du puzzle a commencé à devenir visible. Les jeunes officiers allemands écrivant des rapports pendant cette période et les prisonniers allemands interrogés par la suite ne cessaient de décrire le même phénomène. Ils installeraient un nid de mitrailleuses derrière un talus de haies. Ils recevraient le feu de quelque part sur leur flanc qu'ils ne pouvaient pas localiser. Le feu viendrait d'une position que, selon leur formation, une escouade américaine n'aurait pas dû savoir occuper. Ils se déplaceraient pour engager ce feu et recevraient ensuite plus de feu de leur autre flanc, d'une autre position qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils manœuvreraient pour échapper au feu croisé et se retrouveraient coupés de l'arrière par un troisième groupe américain qui s'était infiltré à travers un talus 100 mètres derrière eux. Au moment où ils comprenaient ce qui se passait, ils étaient soit morts, soit en train de se rendre. Les officiers allemands écrivant ces rapports ne cessaient d'atteindre le même mot, improviser, improviser. Les Américains ne suivaient pas un plan reconnaissable. Ils ne manœuvraient selon aucun schéma que les Allemands avaient été formés à identifier. Ils apparaissaient simplement là où les Allemands ne les attendaient pas, ayant pris des décisions que personne ne pouvait retracer jusqu'à un ordre écrit. La raison pour laquelle cela déconcertait les Allemands est qu'en 1944, la Wehrmacht savait exactement à quoi une unité d'Auftragstaktik était censée ressembler en action. Elle était censée ressembler à une unité allemande. Elle était censée avoir un chef clair, un capitaine, un lieutenant, occasionnellement un sous-officier supérieur, prenant des décisions et poussant ces décisions jusqu'au niveau de l'escouade à travers une chaîne reconnaissable. Ce que les Allemands observaient dans les haies n'avait pas de chef clair, ou plutôt elle avait un chef qui changeait continuellement selon la situation. Parfois c'était le chef d'escouade qui prenait la décision, parfois c'était un caporal, parfois un prisonnier allemand le signala avec ce qui semblait presque de l'incrédulité. C'était un soldat, un simple soldat qui avait repéré une opportunité, communiqué avec 2 de ses amis et agi de sa propre initiative sans un seul mot de son sergent. Cela se produisait à cause de quelque chose que l'armée des États-Unis n'avait jamais écrit comme une doctrine, parce qu'elle n'avait pas à le faire. C'était quelque chose que les hommes américains avaient apporté avec eux de quelque part ailleurs. Je veux vous présenter l'un de ces hommes. Son nom était le sergent Curtis Cullen. Avant la guerre, il avait été assistant de promotion des ventes pour un distributeur de spiritueux à Cranford, New Jersey. Il n'avait aucune formation en ingénierie. Il avait 29 ans. Il avait une manière calme et une habitude d'écouter les plaintes des autres hommes sans interrompre, puis de dire quelque chose d'utile 3 jours plus tard. La plainte qu'il écoutait début juillet 1944 était le bocage. Plus précisément, que lorsqu'un char américain Sherman essayait de grimper sur l'un de ses talus, le ventre du char s'exposait aux Allemands de l'autre côté. Le blindage du ventre du Sherman était la partie la plus mince du véhicule. Une équipe de Panzerfaust dans le champ suivant pouvait détruire un char en attendant simplement que son dessous se penche vers eux. Le résultat était que les blindés ne pouvaient pas soutenir efficacement l'infanterie dans les haies. Lors d'une session de brainstorming dans son bataillon de chars, un soldat du Tennessee nommé Roberts dit à moitié en plaisantant « Pourquoi ne mettons-nous pas des dents de scie à l'avant du char et ne coupons-nous pas simplement ces maudites choses ?» La plupart des hommes rirent. Cullen ne rit pas. Il sortit vers les épaves des plages de Normandie, récupéra de l'acier des hérissons tchèques anti-invasion allemands, coupa l'acier en dents et souda les dents sur la proue d'un Sherman. Il invita le commandant de son bataillon à regarder la démonstration. Le 14 juillet, le lieutenant-général Omar Bradley lui-même vint voir ce que Cullen avait construit. Il regarda un Sherman accéléré à 15 km à l'heure, frapper un talus et le traverser. Pas par-dessus, à travers. Gardant son ventre caché, Bradley ordonna la production de masse immédiate. En 11 jours, au lancement de l'opération Cobra le 25 juillet, environ 500 dispositifs Rhino avaient été soudés sur des chars américains. Un vendeur de spiritueux avec un chalumeau avait résolu un problème contre lequel le reste d'un groupe d'armée avait jeté des bataillons d'infanterie pendant 6 semaines. Je vous parle de Cullen parce que son histoire est la même histoire que les escouades sans chef à Omaha Beach, juste à une échelle différente. Le système militaire américain avait, presque par accident, créé une culture dans laquelle un sergent enrôlé, regardant un problème, se sentait en droit, c'est le bon mot,
en droit de le résoudre. Pas d'attendre que quelqu'un le résolve. Pas de déférer la solution à un ingénieur quelque part dans la chaîne. De le résoudre lui-même avec tout ce qui traînait, puis de démontrer la solution à un général 3 étoiles. D'où cela venait-il? Cela ne venait pas d'un manuel. L'armée américaine n'avait pas de tradition d'off-tracks tactiques. Le corps d'officiers américains en 1939 avait été petit, endormi et rigidement hiérarchique. Les manuels de formation d'infanterie des premières années de guerre étaient détaillés et prescriptifs d'une manière que les manuels allemands ne l'étaient pas. La doctrine américaine sur papier disait aux sergents quoi faire. La doctrine allemande sur papier disait aux sergents de comprendre, mais les sergents américains ne lisaient pas le manuel. Les sergents américains étaient les produits de quelque chose que le manuel ne pouvait pas capturer. Ils étaient les produits d'un pays qui avait passé 150 ans à dire à ces jeunes hommes qu'ils n'avaient pas besoin de permission. Brigade de pompiers volontaires. Match de baseball improvisé, organisé dans des terrains vagues sans un adulte en vue. Garçon de ferme qui avait conduit la moissonneuse familiale depuis l'âge de 14 ans. Mécaniciens automobiles qui avaient démonté des moteurs de Model T sur la table de la cuisine. Ouvriers du bâtiment qui avaient construit des granges lors de levées de 2 jours sans un seul ensemble de plans architecturaux. Le pays qui a produit l'infanterie américaine de 1944 était un pays dans lequel résoudre des problèmes par soi-même, sans demander à un supérieur, n'était pas un talent spécial. C'était une habitude quotidienne. C'était un réflexe national. Quand vous mettiez un homme avec ce réflexe dans un uniforme et lui donniez un fusil, le manuel reculait. Le fusil n'était qu'un autre outil. L'objectif n'était qu'une autre grange qui avait besoin d'être construite. Il regardait la situation et il faisait la chose. Les Allemands n'avaient aucun apport culturel équivalent. Le jeune Allemand des années 1930 avait été élevé dans une société qui valorisait l'obéissance à l'autorité légitime comme une vertu morale, dans un État qui avait passé une décennie à lui dire systématiquement que le Führer pensait pour la nation. Sa formation en off-tracks tactique, quand il la recevait, était une superposition doctrinale sur une fondation culturelle qui était l'opposé de ce que la doctrine exigeait. Il pouvait être enseigné à prendre l'initiative, mais tous les autres signaux de sa vie lui disaient que l'initiative était une chose dangereuse pour un homme sans grade. Le soldat allemand en 1944 attendrait son sergent. Le soldat américain en 1944, de plus en plus souvent, n'attendait même pas lui-même. Il bougeait simplement. Il y a une citation qui est devenue presque un cliché dans les cercles militaires américains, attribuée à un général allemand anonyme après la guerre. Elle dit ceci: « La raison pour laquelle l'armée américaine se débrouille si bien en temps de guerre est que la guerre est le chaos et l'armée américaine le pratique quotidiennement. » C'est généralement dit comme une blague, parfois comme une insulte, parfois comme un compliment à double tranchant. Mais le général allemand, qui qu'il ait réellement été, tendait vers quelque chose de réel. Il essayait de décrire ce que c'était de combattre une force dont l'organisation interne ressemblait de l'extérieur à un désordre complet et qui continuait à produire des résultats tactiques coordonnés de toute façon. Il regardait la tactique par mission être pratiquée par des hommes qui n'avaient jamais lu le manuel sur la tactique par mission parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Les Allemands avaient une doctrine qui aspirait au chaos. Les Américains avaient quelque chose de mieux. Les Américains avaient été élevés dans le chaos. Ils étaient déjà ce que les Allemands essayaient encore de s'enseigner à être. Mais cela soulève une question évidente. Si la doctrine allemande était si flexible, si habilitante, si loin devant toutes les autres armées de la Terre, pourquoi échouait-elle en 1944? La doctrine existait toujours. Le manuel disait toujours la même chose. Qu'est-ce qui avait changé à l'intérieur de la Wehrmacht qui signifiait qu'au moment même où les Américains apprenaient enfin à se battre, les maîtres originaux de la tactique par mission avaient cessé d'être capables de l'utiliser? La réponse à cette question est la partie de l'histoire qu'aucun général allemand n'a jamais racontée publiquement. Ils se l'ont dit entre eux en privé, dans un manoir anglais reconverti où ils ne savaient pas que des microphones fonctionnaient. Et ce qu'ils ont dit dans ces pièces est l'un des documents les plus tranquillement dévastateurs à sortir de toute la guerre. Pour comprendre ce qui était arrivé à l'armée allemande à l'automne 1944, vous devez comprendre qui l'armée allemande était devenue. Et la façon la plus simple de le voir est de comparer deux divisions allemandes, pas sur le papier,
mais dans ce qui était réellement à l'intérieur d'elle. La 21e division Panzer, qui s'est battue en France en 1940 et a été reconstruite à temps pour le jour J, était, au moins dans son corps d'officier, le genre d'unité pour laquelle l'Auftragstaktik avait été conçu. Ces jeunes officiers avaient été formés dans les années 1930, quand l'armée allemande avait encore des années pour les développer. Ces sergents avaient 10 ou 15 ans en uniforme. Ces capitaines avaient servi en Pologne, en France et sur le front de l'Est. Ils avaient été écrits dans la doctrine, et la doctrine avait été écrite en eux. Quand un chef de peloton de la 21e Panzer recevait un objectif en 1944, on pouvait lui faire confiance pour déterminer comment le prendre, parce qu'il prenait des objectifs comme celui-là depuis 5 ans. Maintenant, regardez la 350e division d'infanterie qui défendait réellement Omaha Beach le matin où Carlton Barrett traînait des hommes blessés hors du ressac. La 352e avait été formée en novembre 1943. Elle avait à peine 7 mois. Son noyau avait été tiré d'unités brisées renvoyées du front de l'Est, où la division d'infanterie allemande moyenne avait une espérance de vie de mois, pas d'années. Ces jeunes officiers étaient un patchwork de survivants et de remplaçants. Beaucoup d'hommes avaient été promus plus rapidement qu'ils ne l'auraient jamais été en 1939 parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ces sous-officiers étaient un vers. Beaucoup de ces fusiliers étaient des adolescents ou des hommes dans la quarantaine qui avaient été reclassés. La doctrine dans les manuels était la même, l'Auftragstaktik. Mais les hommes censés la pratiquer n'avaient jamais vu assez de batailles pour comprendre instinctivement ce que la doctrine exigeait. C'était l'histoire dans toute l'armée allemande. Au milieu de 1944, le front de l'Est avait mangé le corps d'officiers expérimentés. Selon des estimations approximatives, la Wehrmacht avait subi quelque chose de l'ordre de 3 millions de pertes en Russie au moment du jour J. Les hommes qui meurent en premier dans n'importe quelle armée sont les hommes qui mènent de l'avant. L'Auftragstaktik exigeait des chefs qui menèrent de l'avant, donc l'Auftragstaktik tuait ses propres praticiens. Chaque commandant de compagnie allemand réussi qui s'exposait pour lire la situation se faisait tuer en lisant la situation et était remplacé par un homme qui n'avait jamais été au front auparavant, qui n'avait donc pas l'expérience pour la lire et qui était donc plus susceptible soit de mourir, soit de se replier sur le fait de suivre tout ce que le manuel disait. La doctrine se mangeait elle-même. Il y avait un deuxième problème, et le deuxième problème était pire. Hitler. Dans les premières années de la guerre, quand l'Auftragstaktik fonctionnait à pleine puissance, le haut commandement allemand laissait ses généraux combattre leurs propres batailles. Les maréchaux se voyaient confier des missions et on leur faisait confiance pour déterminer comment les accomplir. En 1942, après les premiers revers sur le front de l'Est, cela avait commencé à changer. En 1944, cela s'était complètement inversé. Hitler avait personnellement pris le contrôle des décisions opérationnelles jusqu'au niveau du bataillon dans certains secteurs. Les fameux ordres de pas de retrait sans ma permission, la micro-gestion obsessionnelle depuis le repère du loup, le limogeage de tout général qui montrait un jugement indépendant. Manstein, Rundstedt, tous renvoyés, rappelés puis renvoyés à nouveau, avaient brisé la confiance au cœur du système. Un commandant divisionnaire allemand en 1944 ne pouvait plus être confiant que son initiative serait récompensée. Il ne pouvait être confiant que d'une seule chose, qu'un mauvais appel mettrait fin à sa carrière, possiblement à sa vie, et que le choix le plus sûr était toujours d'attendre un ordre explicite d'en haut. L'Auftragstaktik exige la confiance entre le commandant et le commandé. Hitler avait passé 2 ans à détruire systématiquement cette confiance. Au moment où les alliés occidentaux débarquèrent en France, le système de commandement allemand était devenu en pratique l'opposé de ce que sa doctrine exigeait. Il était devenu un système dans lequel les jeunes officiers attendaient la permission, parce que les hommes qui n'avaient pas attendu la permission avaient été fusillés ou limogés. Il était devenu Befehlstaktik, tactique d'ordre, la chose même que l'Auftragstaktik avait été conçue pour vaincre. Et voici l'ironie la plus cruelle. Alors que le système de commandement allemand devenait plus rigide, le système de commandement américain devenait plus flexible. Les Américains ne le faisaient pas exprès. Ils n'avaient pas lu Moltke. La plupart des officiers américains n'avaient jamais entendu le mot Auftragstaktik. Les Américains le faisaient parce que leurs hommes
Ceux qui avaient été élevés dans des brigades de pompiers volontaires et des matchs de baseball improvisés n'arrêtaient pas de faire des choses par eux-mêmes et de s'en sortir. Et le corps d'officiers américains, un jeune corps d'officiers promus rapidement construit par la guerre, n'arrêtait pas de remarquer que quand ils laissaient leurs sergents improviser, les improvisations fonctionnaient. Alors ils les ont laissés faire. Il n'y avait pas de décision consciente. Il y avait juste une boucle de rétroaction positive. L'armée a cessé d'écrire des ordres détaillés parce que les hommes n'en avaient pas besoin. Les hommes n'en avaient plus besoin parce que les ordres étaient devenus de la confiance. En décembre 1944, l'inversion était complète. Et le 22 décembre, dans une petite ville de carrefour belge appelée Bastogne, que l'armée allemande avait complètement encerclée, l'inversion produisit un moment qui est devenu une partie du folklore américain. La 108e division aéroportée était à Bastogne à cause de l'une des grandes réactions improvisées de toute la guerre. Quand l'offensive allemande des Ardennes perça le 16 décembre, la 101e était en réserve en France, en cours de reconstitution. En quelques heures, les hommes étaient chargés dans des camions. En un jour, la division, moins son général commandant, qui était aux États-Unis, roulait dans des conditions de gel vers une ville dont aucun d'eux n'avait entendu parler, sans ordre clair sur quoi faire une fois arrivés. Le commandant par intérim était le général de brigade Anthony McAuliffe, le commandant d'artillerie, soudainement responsable d'une défense de la taille d'une division d'un carrefour routier critique avec 3 corps allemands se refermant sur lui de plusieurs directions. McAuliffe n'attendit pas d'instructions. Il regarda la carte, identifia Bastogne comme le nœud routier dont les Allemands avaient besoin pour leur pousser sur Anvers et décida que son travail était de le leur refuser, quoi qu'il arrive. Il établit un périmètre et s'écarta largement du chemin de ses commandants de bataillon, qui s'écartèrent du chemin de leurs commandants de compagnie, qui s'écartèrent souvent du chemin de leurs chefs de peloton, qui s'écartèrent souvent du chemin de leurs sergents, ceux qui décidaient réellement quel trou de combat creuser, quelle lisière d'arbres défendre, quand appeler l'artillerie, quand retenir le feu, parce que les silhouettes venant à travers la neige pouvaient être des Américains revenant d'une position avancée. Le 22 décembre, 4 soldats allemands sous un drapeau blanc entrèrent dans le périmètre américain, portant un ultimatum écrit exigeant la reddition honorable de Bastogne dans les 2 heures, où les Américains feraient face à l'anéantissement par un feu d'artillerie total. La note fut transmise à McAuliffe. Il la lut. Selon les hommes présents, il dit presque pour lui-même « Oh, nuts! Oh, merde !» Puis il demanda à son état-major comment il devait répondre. Le lieutenant-colonel Harry Kinard suggéra que sa première réaction avait été plutôt bonne. McAuliffe écrivit sa réponse officielle sur un morceau de papier. Elle disait dans son intégralité « Au commandant allemand, nuts, le commandant américain ». Les Allemands, quand la note fut livrée, ne comprirent pas. L'officier américain qui apporta la réponse dut expliquer que nuts était dans ce contexte un refus catégorique. Les Allemands, habitués à une armée où les redditions étaient soit ordonnées, soit refusées par les canaux appropriés, n'avaient jamais rencontré une réponse tout à fait comme celle-ci, écrite par un général de brigade agissant de sa propre autorité, sans consultation des quartiers généraux supérieurs, dans un langage approuvé par aucun règlement militaire d'aucune armée sur Terre. Ils avaient rencontré le système de commandement américain à pleine puissance. Bastogne tint. La 3e armée de Patton, qui avait effectué sa propre improvisation étonnante, un pivot de 90 degrés de 3 divisions dans des conditions hivernales en moins de 48 heures, perça jusqu'au périmètre le lendemain de Noël. L'offensive allemande s'effondra, et dans la neige à l'extérieur de Bastogne pendant toute cette longue semaine, les jeunes officiers allemands déposaient le même genre de rapport qu'ils avaient déposé en Normandie. Les Américains n'avaient aucune organisation apparente. Ils ne pouvaient pas être prédits. Ils se déplaçaient dans des directions qu'aucune doctrine reconnue par les Allemands n'aurait suggérées. Ils se comportaient comme si chaque homme sur la ligne savait d'une manière ou d'une autre ce que chaque autre homme était sur le point de faire. Si votre père ou grand-père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, dans n'importe quelle branche, dans n'importe quel théâtre, je serais honoré de lire leur histoire dans les commentaires. Quelle unité? Où ont-ils servi? Que se rappelaient-ils? Ces détails, les petites choses spécifiques et personnelles, comptent plus que n'importe quelle archive officielle. Ce sont les vrais registres de ce qui s'est passé, et ils méritent d'être préservés par les gens qui les portent.
En mai 1945, après la reddition allemande, les services de renseignement britanniques et américains étaient en possession de l'une des plus étranges collections de documents produits pendant toute la guerre. C'étaient les enregistrements de conversations secrètes entre des officiers supérieurs allemands capturés qui avaient été détenus depuis 1942 dans un manoir reconverti au nord de Londres appelé Trump Park. Les Allemands croyaient que Trump Park était un endroit confortable pour être prisonnier. La nourriture était bonne, les privilèges d'exercice étaient généreux. On leur donnait des jeux d'échecs et des livres et le libre accès au jardin. Ce qu'on ne leur disait pas, c'était que chaque pièce, y compris les chambres et les toilettes, était équipée de microphones. Des officiers de renseignement britanniques, dont beaucoup étaient des réfugiés juifs allemands, étaient assis dans un sous-sol à transcrire chaque conversation que les généraux avaient, jour et nuit, pendant des années. Les transcriptions totalisent environ 150 000 pages. Elles sont aujourd'hui l'une des sources les plus précieuses que nous ayons sur ce que les hommes militaires allemands de haut rang pensaient réellement, par opposition à ce qu'ils ont écrit plus tard dans leurs mémoires soigneusement éditées. Et dans ces transcriptions, dans les conversations que les généraux allemands avaient entre eux quand ils pensaient que personne n'écoutait, la question de pourquoi la guerre tournait mal revenait encore et encore. Ce qui est frappant, c'est ce qu'ils n'ont pas blâmé. Ils n'ont pas blâmé la supériorité matérielle américaine, du moins pas autant que leur mémoire d'après-guerre le ferait. Ils n'ont pas blâmé la puissance aérienne alliée autant que leurs déclarations publiques le feraient. Ils n'ont pas blâmé Hitler autant qu'ils le feront plus tard. Ce vers quoi ils revenaient sans cesse, de la manière dont les hommes reviennent vers une blessure qui ne guérit pas, était quelque chose de plus inconfortable. Ils ne cessaient de décrire les troupes américaines comme un phénomène qu'ils ne pouvaient pas catégoriser. Un général capturé en Tunisie et détenu à Trump Park pour le reste de la guerre a dit à un autre général en 1944 qu'il avait personnellement interrogé des prisonniers américains et ne pouvait pas les comprendre. Ils étaient, dit-il, des individus. Ils ne se comportèrent pas comme des soldats au sens allemand. Ils avaient des opinions. Ils se disputaient entre eux. Ils faisaient des blagues sur leurs officiers. Et pourtant, sur le champ de bataille, ils se battaient avec ce qu'il appelait un instinct pour la situation qu'il n'avait jamais vu chez ses propres conscrits. Il ne pouvait pas concilier les deux observations. Dans son cadre de référence, une armée d'individualistes ne devrait pas se battre efficacement. L'armée allemande avait été construite sur le principe que l'individualité devait être subordonnée à l'unité. Les Américains violaient le principe et bénéficiaient d'une manière ou d'une autre de la violation. Un autre général, celui-ci un commandant de Panzer, décrivit une bataille dans laquelle un peloton de chars américains, 4 chars, aucun officier, seulement un sergent senior dans le véhicule de tête, avait déjoué une compagnie allemande entière par une combinaison de mouvements que le commandant allemand dit n'avoir aucune logique militaire qu'il pouvait identifier, mais qui fonctionnait quand même. Il dit sur l'enregistrement que les Américains semblaient prendre des décisions plus rapidement, que ces hommes ne pouvaient les observer. Quand on lui demanda par son compagnon prisonnier comment c'était possible, sa réponse était presque philosophique. Il dit que les Américains semblaient être un type différent de soldats. Pas mieux formés, il prit soin de dire. Pas plus braves, pas plus disciplinés. Mais, dit-il, plus libres, frayeurs. Libre. Il utilisa le mot de la manière dont un homme utilise un mot qu'il retourne dans sa tête depuis longtemps, sans en trouver un meilleur. Un troisième officier, dans une autre conversation que les transcripteurs britanniques ont enregistrée fin 1944, fut encore plus direct. Il dit que l'armée allemande s'était enseignée pendant 100 ans que le travail d'un officier était de penser, et le travail d'un soldat était de suivre. Le plus grand éloge qu'on pouvait faire à un soldat allemand était qu'il avait exécuté ses ordres précisément. Les Américains, dit-il, avaient brisé cette règle et gagné la guerre à cause de cela. Le soldat américain n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi faire, parce qu'il avait été élevé dans un pays qui ne lui avait jamais appris à attendre. Le soldat allemand attendait une permission qui avait cessé de venir. Il dit cela en 1944, en tant que lieutenant général allemand, dans une conversation qu'il croyait privée. C'est l'une des évaluations les plus honnêtes de l'effondrement de l'armée allemande qu'un officier allemand ait jamais faite. Elle n'apparaît dans aucune mémoire d'après-guerre. Et voici la partie que je trouve, chaque fois que j'y reviens, la plus remarquable.
Les Allemands, dans ces conversations, n'avaient pas complètement tort sur eux-mêmes. Ils avaient construit une doctrine extraordinaire. L'Auftragstaktik était et est vraiment l'une des grandes réalisations de la pensée militaire. Le problème n'était pas la doctrine. Le problème était que la doctrine exigeait un type de confiance entre le leadership et les dirigés que le système politique allemand ne pouvait pas soutenir, et un type de fondation culturelle chez le soldat lui-même que la société allemande ne fournissait pas. Les Américains, qui n'avaient jamais écrit la doctrine, étaient tombés sur les deux. Ils avaient un corps d'officiers en temps de guerre qui faisait confiance à ses sergents parce qu'il n'y avait pas de temps pour autre chose. Et ils avaient des sergents qui avaient grandi dans une culture où l'homme sur place était censé agir. L'escouade américaine qui déconcertait le capitaine Hullman dans les Ardennes ce matin-là n'opérait pas sans ordre. Ces hommes avaient absorbé les ordres si complètement, dans une compréhension si claire de ce que leur lieutenant voulait avant qu'il ne meure et de ce que la bataille plus large exigeait, qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise quoi faire ensuite. Ils étaient la doctrine. Chacun d'entre eux était dans son propre morceau de ligne, à la fois le commandant et le commandé. Il n'y avait pas de chaîne de commandement à pointer, parce que la chaîne de commandement était devenue 12 hommes de profondeur et fonctionnait sur une fréquence pour laquelle les Allemands n'avaient pas de récepteur. Alors voici la réponse à la question que le capitaine Hullman a posée dans la neige. Wer flücht nochmal, wer kommandiert diese Männer? Qui commande ces hommes? Personne et tout le monde. La réponse était les deux à la fois. Et les Allemands ne pouvaient pas la voir parce que tout leur vocabulaire doctrinal n'avait que la première moitié. Ils pouvaient imaginer une armée sans commandant. C'était une foule. Ils pouvaient imaginer une armée avec un commandant. C'était une unité. Ils ne pouvaient pas imaginer une armée dans laquelle l'homme en bas avait été si complètement investi de l'intention de l'homme en haut que l'écart entre eux s'était effondré. Ce n'était pas une formation militaire. C'était une culture. Et les cultures ne peuvent pas être ordonnées à l'existence. Elles doivent croître. Le verdict sur l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, le verdict honnête, est que ce n'était pas l'armée que les commandants allemands pensaient combattre en 1943, et ce n'est pas l'armée dont l'histoire se souvient. Ce n'était pas individuellement une meilleure armée que la Wehrmacht. Le fusilier moyen de la Wehrmacht était probablement un opérateur tactique plus qualifié, homme pour homme, que le GI moyen. Le corps d'officiers de la Wehrmacht avait une plus longue tradition professionnelle. L'équipement allemand dans de nombreuses catégories était techniquement supérieur. Les Allemands avaient raison de se considérer, de l'extérieur, comme les soldats les plus dangereux. Ce qu'ils n'étaient pas, c'était le système le plus dangereux. Le système américain, en 1944, était tombé sur une combinaison particulière. Un corps d'officiers construit par la guerre 100 ans pour la hiérarchie, une base de soldats élevés dans une culture d'action indépendante, et une profondeur logistique qui donnait aux hommes dans les trous de combat les ressources pour soutenir leur improvisation avec une force réelle. Cela leur a permis de faire par accident et par culture la chose que l'armée allemande essayait de faire exprès, et par doctrine. Qui commande ces hommes? Les Américains les commandaient tous, chacun d'entre eux, dans leur propre morceau de ligne, sans permission, sans autorisation, sans le manuel que les Allemands avaient passé un siècle à écrire. Le capitaine Hullman est fictif. Je dois vous le dire. Le nom est un substitut pour plusieurs officiers allemands réels qui ont enregistré des observations presque identiques dans l'offensive des Ardennes. La clairière est réelle. Les escouades américaines étaient réelles. Carlton Barrett était réel. Curtis Cullen était réel. Anthony McAuliffe et sa réponse en un mot étaient réels. Le lieutenant Leo Van de Voort, qui s'est levé à Omaha Beach et a couru vers un emplacement allemand avec une grenade parce que personne d'autre n'allait le faire, était réel. Max Schneider, qui a détourné ses Rangers 1000 mètres à l'est de sa propre initiative et a sauvé des centaines de vies, était réel. Lewis, le sergent qui a suivi Van de Voort en haut de la falaise, était réel. La plupart de leurs noms ne sont pas dans les manuels. La plupart d'entre eux sont morts jeunes ou sont rentrés chez eux et sont retournés à des emplois ordinaires et n'ont pas raconté leurs histoires et ont été enterrés sous des pierres qui donnaient une unité, une date et un numéro de service, et pas la chose qu'ils avaient réellement faite. Les Allemands, dans leur transcription secrète, n'ont jamais vraiment compris ce qu'ils regardaient. Ils ont tendu la main vers des mots comme libre, individuel, instinct, et aucun de ces mots n'était tout à fait juste, mais tous pointaient dans la même direction,
Ils regardaient un type de soldat qui venait d'un endroit que leur doctrine n'atteignait pas. Ils regardaient en essence ce que leur propre grand théoricien avait décrit et n'avait jamais vraiment pu produire. Le capitaine Ullmann, dans notre version imaginée de lui, abaisse les jumelles et demande à son coureur qui commande ces hommes. Son coureur n'a pas de réponse. 80 ans plus tard, nous en avons une. L'homme qui commandait ces hommes était l'homme à gauche du sergent et l'homme à droite du sergent et le sergent lui-même, et le soldat avec le bar et le fusilier dans le fossé de drainage, et l'homme blessé se soutenant sur son coude pour continuer à tirer jusqu'à ce que les autres puissent bouger. Aucun d'entre eux ne surclassait les autres d'une manière qui comptait. Tous surclassèrent la situation. C'était le secret. Les Allemands ne l'ont jamais brisé parce qu'il n'y avait rien à briser. Il n'y avait pas de code. Il y avait juste 12 hommes qui avaient été élevés, bien avant qu'ils n'enfilent jamais un uniforme, dans un pays qui ne leur avait jamais appris à attendre. Si cette enquête vous a donné matière à réflexion, souvenez-vous de ces hommes. Pas les généraux, pas les présidents, pas les monuments. Les hommes ordinaires en uniformes ordinaires qui, à un moment de leur vie, ont décidé que la situation devant eux exigeait quelque chose, et que le quelqu'un qui devait le faire, c'était eux. Et rappelez-vous, la guerre, c'est la doctrine, l'équipement, la stratégie et toutes les choses dont parlent les livres. Mais les hommes qui l'ont combattu n'étaient pas des paragraphes dans un manuel. Ils avaient des noms. Ils venaient de quelque part. Ils ont appris à agir avant d'apprendre à obéir. Et ils méritent d'être rappelés par la chose à leur sujet que les Allemands, à la fin, ne pouvaient jamais tout à fait expliquer.